Donc on passe à la quatrième communication qui sera présentée par mon collègue Hassan Zouaoui, qui est professeur à la faculté de droit d'Agadir, spécialisé en sciences politiques, qui va nous parler dans 15 minutes de la modernisation administrative à l'épreuve de la transition marocaine. Donc transition politique, économique, sociale, parce que ça reste... Oui, c'est la transition démocratique marocaine. Très bien, très bien. Donc à vous la parole. Ouais. Merci beaucoup, chers collègues. J'ai le plaisir d'être présenter ma contribution devant vous. Il s'agit essentiellement de la modernisation administrative et parce que dans l'étude de la démocratisation du régime politique, on a focalisé l'attention beaucoup plus sur la variable constitutionnelle et politique et on oublie la variable administrative. Parce que les décisions prises par l'acteur politique pour leur application, elles ont besoin d'une volonté administrative. Et ce qui nous explique aujourd'hui le blocage de la politique réformatrice au Maroc, relativement bien sûr, parce qu'on est de leçon sociale. La leçon sociale, c'est la relativité qui constitue la règle, pas l'exception. Donc, le blocage, elle est explicable par la manque de volonté de la part des décideurs administratifs. Alors, ce qui concerne la modernisation administrative à l'épreuve, à la lumière de la transition marocaine, je dis la transition marocaine juste pour éviter démocratique, parce que la transition s'arrête toujours à un terme polysémique. On peut pas, c'est très difficile de qualifier la transition marocaine de démocratique parce que la transition en tant que terme a fait objet d'usage politique plutôt que d'académique. Et il y a pas mal d'écritures, il y a pas mal de publications là-dessus. Ce qui nous concerne ici, c'est la modernisation administrative. Autrement dit, c'est la politique réformatrice menée par le roi Hassan Mohamed VI depuis son arrivée au pouvoir. Parce que, depuis son arrivée au pouvoir, Sa Majesté le roi a déployé un effort dans le sens de moderniser le régime politique et en même temps les structures administratives. On voit cette modernisation a touché les structures, a modifié les contours du travail administratif et en même temps a touché les acteurs en place. On a remplacé l'acteur traditionnel par un acteur technocrate. On a assisté aussi à l'émergence de ce que Myriam Katis appelle les institutions parallèles, c'est-à-dire la Fondation Mohamed V, etc. Et on voit même au poste de commandement, au sein de la pyramide administrative, des acteurs technocrates. Les walis des grandes villes, la majorité sont des technocrates parce que les grandes villes supposent une capacité technique, expertise et savoir-faire. Comme on a l'intention de rompre avec l'amateurisme en matière de la gestion des affaires publiques. Et la norme technique, entre parenthèses, devient la norme majeure, la règle qui définit désormais le travail administratif. Et l'acteur technocratique, elle est en train de jouer un rôle considérable dans le processus de modernisation administrative. Et on voit aussi que la techno-bureaucratisation de la fonction en même temps de la politique publique. Pourquoi de la politique publique? Parce que pour analyser l'État aujourd'hui, on ne se contente pas, ou bien on ne se contente plus de l'approche juridique, c'est-à-dire le droit administratif. On doit faire référence à la variable des politiques publiques pour comprendre et pour analyser en même temps la recomposition de l'État et de ses structures. Et en faisant référence à plusieurs publications sur ce thème, comme Patrick Le Gallès, qui les dit voilà, c'est Patrick Le Gallès, d'autres chercheurs de ce domaine. Alors, l'essentiel, c'est on voit l'émergence, on vient la montée en puissance de l'acteur technocratique et de la puissance technocratique en même temps. On voit même, au sein du ministère de l'Intérieur, on nomme des ministres technocrates. La meilleure preuve, c'est aujourd'hui Mohamed Hassan, c'est un technocrate de lauréat de Pont-de-Chaussée. C'est-à-dire la majorité des technocrates sont des lauréats de Pont-de-Chaussée. On est en train de constituer ce qu'on appelle un assaviya professionnel. Si je me permets de le dire, un assaviya professionnel, ou bien comme il le bien dit, ou bien analysé, Mustafa Kamal Seyed, ce qui concerne le régime égyptien, la Shilla. Et cet assaviya a une logique.
illogique parce que la Asabia, si on faisait référence en même temps à la conception présentée par Olivier Roy, la Asabia n'est pas uniquement ethnique, elle est aussi spatiale, géographique et en même temps professionnelle. Et la Asabia technique, technocratique, aujourd'hui a une logique. A une logique qui influence même la gestion des affaires publiques. La gestion des affaires publiques, mais le problème que pose aujourd'hui l'implication de l'acteur technocratique de le processus de modernisation politico-administrative, est-ce que vraiment l'acteur technocratique participe pleinement à la modernisation des régimes politiques marocains ou bien à la traditionnalisation ou la retraditionnalisation? On renvoie, ça nous renvoie au délai préalable que Bertrand Badé a déjà posé en termes d'ordre composite associé au endogène et l'exogène. On est toujours dans on est toujours dans le même bourbier, tradition et modernité. Tradition et modernité, c'est une problématique majeure que plusieurs analystes, philosophes, etc. ont là étudié. Chacun d'eux par sa position épistémologique et académique. La tradition et modernité, si on voit aujourd'hui le rôle de ces technocrates, c'est très difficile de dire ou de prétendre que l'acteur technocratique a pleinement participé à la modernisation administrative. Pourquoi? Parce que on ne doit pas étudier la modernisation administrative en soi-même, mais avec les logiques politiques qui déterminent la modernisation. C'est-à-dire une analyse sociologique. Pour une réforme, il y a toujours une logique politique qui se donne cette réforme. La question que je pose, parce que parfois les questions deviennent plus importantes que les réponses, est-ce que les logiques qui s'étendent la réforme politique ou administrative au Maroc sont des logiques démocratiques ou autoritaires? Ça, c'est... Parce que pour analyser cette logique, pour déterminer la nature ou bien décréter la nature de cette logique, il faut des recherches empiriques. Le problème, je vois toujours le problème parce que une recherche sans problème n'a pas de sens. Ce rôle joué par, considérable, joué au primordial, joué par l'acteur technocratique, oui, c'est vrai d'une part, à modifier les compteurs du travail administratif, à changer les visages relativement de l'administration marocaine. On voit une sorte de rationalisation. On voit ce qu'on appelle une élite capacitaire, c'est-à-dire élite technocratique au sein ou bien à la tête de la pyramide administrative reconnue par sa capacité technique. On voit ce qu'on appelle la méritocratie, d'une part. Mais cela n'évite pas qu'il existe une logique néo-patrimoniale et une logique marseillaise qui détermine les directions de la réforme. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de transition, comme je dis la transition marocaine, et c'est une transition pendulaire, à l'image de l'horloge. C'est une transition pendulaire et une transition déchirée entre la continuité et le changement. Depuis longtemps, au Maroc, on dit que le Maroc est en phase de transition démocratique, mais c'est une transition prolongée, pour reprendre l'expression de Jean-Noël Ferrier. Et la politique, la réforme, politico-administrative est aussi, parmi les aspects de cette transition, les visages de cette transition, c'est une transition pendulaire. Parce qu'on a une part, une volonté de moderniser les structures administratives, et d'autre part, un blocage. Pourquoi ce blocage? Ce blocage, elle est explicable en termes de logique politique les calculs politiques des décideurs, c'est-à-dire la sociologie de l'action administrative ou politique. Et que lorsque j'insiste beaucoup plus sur l'action administrative, c'est toujours dans et avec son interaction avec la logique, avec l'action politique. Donc, l'articulation entre changement politique et changement administratif, les deux déterminent ce qu'on appelle la transition marocaine. Mais si, d'une part, comme je l'avais dit tout à l'heure, existe une volonté de changement, de l'autre part, il y a un blocage. C'est comme ce qu'on donne de la main droite, on le prend par la main gauche. Ça, c'est un peu, ça nous intrigue. Ça nous pousse à poser pas mal de questions concernant la transition marocaine. Mais cette fois, à partir de la variable politico-administrative. Pourquoi? Cette variable politique administrative,
ça nous renvoie à étudier les logiques du blocage, ou bien les facteurs du blocage. Plutôt, ce sont des facteurs marzéniens. Vous voyez, on dit voilà, le gouvernement de Mikiran a une volonté, mais le problème c'est l'application. Il y a des blocages qui bloquent cette volonté politique. Pourquoi le travail gouvernemental ne tombe pas aussi? Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs de blocage, et parmi ces facteurs de blocage, ce sont les facteurs administratifs. Les gardiens du temple. Les gardiens du temple. Et ça pose un problème. Et aussi, on étudie moins la variable administrative pour rendre compte de la nature de la transition marocaine, pour étudier en même temps la recomposition politico-institutionnelle et ou bien la recomposition du régime politique marocain. Pourquoi ce blocage? Parce que il y a une crainte vis-à-vis du changement. On ne peut pas d'un seul coup procéder au changement. Il faut toujours des calculs. La table rase n'existe pas. Il faut ce qu'on appelle l'approche incrémentale, pour reprendre l'expression de Charlotte Blanc. L'approche incrémentale, c'est-à-dire graduellement. Et si vous voyez, la transition marocaine, les réformes engagées dans le domaine administratif, c'est goutte à goutte. C'est goutte à goutte, et le changement, il marche au rythme de l'escargot. Parfois, on a marre. C'est pour cela que les gens, c'est la discussion au Maroc, c'est pour cette raison. Parce que le changement, pas mal de changements au niveau du dispositif juridique, mais c'est la pratique, ça ne se voit pas. Pourquoi la pratique, ça ne se voit pas, comme l'a bien souligné tout à l'heure, cher professeur? Regarde, c'est la psychologie et la sociologie de l'acteur. Pour étudier les institutions administratives, ça ne suffit pas le dispositif juridique, et il faut se renseigner davantage sur la mentalité qui habite les institutions. Et c'est ça le problème. La mentalité des technocrates au Maroc, ce n'est pas la même mentalité des technocrates en France. Elle est insérée dans une logique patrimoniale et une logique marzalienne. Et cette logique marzalienne a transformé au bien la persistance de ce qu'on appelle l'idéologie de la tradition. Et la persistance de l'idéologie de la tradition a transformé les technocrates en khadim modernes, en serviteurs loyaux dont les pouvoirs dépendent de celui qui gouverne. Vous voyez? C'est la modernisation, mais à l'inverse. Ça, c'est inverser le projet de réforme. On importe des recettes, on est toujours dans la même logique de Bertrand Badi, les développementalistes. On importe des recettes de l'extérieur, mais son inscription dans un ordre autoritaire, dans un ordre traditionnel, ça pose un problème. C'est-à-dire, vous voyez, l'insertion de l'implication, l'intégration plutôt, de technocrates modernes à l'image de l'acteur préconisé par Weber, professionnel, agi par la rationalité et les règles qui déterminent ce travail, ce sont des règles impersonnelles, elle est impliquée dans un... Elle est intégrée, ou bien elle est domestiquée pour être au service de la tradition. C'est quand on a remplacé le fellah défenseur du trône par le technocrate défenseur du trône. Si je me permets de dire. Pourquoi? Parce que le régime marocain, il est basé sur la tradition. C'est la tradition qui constitue l'identité majeure du régime politique marocain. C'est pour cela qu'on ne peut pas aller plus loin dans le processus de modernisation parce que ça va perturber l'ordre. Ça va remettre en cause la tradition. Et la tradition constitue la base de la légitimité des régimes politiques marocains. Ça, on doit prendre en considération. C'est pour cela, pour étudier un phénomène social, pour étudier la recomposition du régime politique marocain, il faut prendre en considération la particularité. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas tomber dans le piège du charme trompeur des mots pour reprendre l'expression de Guy Hermé. On voit ce technocrate aussi, elle est impliquée dans ce processus de modernisation, mais il ne joue pas pleinement son rôle, comme il faut dans les autres pays modernes. Parce que les mains sont liées par la tradition. C'est pour cette raison on voit cette politique moderne. C'est vrai, ça existe une volonté. C'est vrai, il y a un changement au niveau de la gestion des affaires publiques. On voit un intérêt accordé beaucoup plus par rapport à la politique publique. On voit même le nouveau style royal, un changement de style par rapport au style de Hassan II. Le nouveau style royal, c'est-à-dire le roi, il a investi le domaine social, investi le domaine social et économique, et pour investir ce domaine social et économique, il a besoin
ce style, ou bien ce nouveau style, a besoin de dispositifs et des hommes. Et parmi les hommes du nouveau style royal, c'est les technocrates. Et on voit même par le dispositif, ou bien les instruments, les instruments, parfois, on voit un changement d'instrument du travail. Instrument du travail, c'est-à-dire instrument du travail administratif. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, pour étudier l'administration, il ne suffit pas de l'étudier à partir du dispositif administratif. Il n'est plus satisfaisant. Il faut étudier le travail l'administration, le travail administratif à partir de la variable des politiques publiques. Pourquoi? Parce que l'État se recompose à partir de ses instruments et de ses techniques de gouvernement. Et revenons à notre sujet pour terminer. Étudier la transition marocaine suppose une vigilance épistémologique. Une vigilance épistémologique, mais étudier, il faut étudier davantage la transition marocaine à partir de la variable administrative et pas uniquement à partir de la variable politico-constitutionnelle, parce que l'interaction entre politique et administration, si elle est un rôle très important dans les autres pays, on voit d'autres choses, je fais référence ici aux études menées par Philippe Bèze, etc., pour étudier le changement administratif en Asie, et on voit comment le changement administratif, comment le facteur administratif a bloqué le changement politique. Aujourd'hui, je termine avec une question. Est-ce que vraiment le facteur administratif au Maroc bloque le changement politique? Et merci. Merci, chers collègues, pour cette communication très intéressante.